Alors que le président Kennedy respecte la volonté gaullienne de redonner à la France son rang, son vice-président et successeur a une vision du monde radicalement opposée. Johnson arrive et là, tout ce qui avait pu être débloqué à la fin du mandat Kennedy s'est rebloqué, et s'est rebloqué, je dirais, au centuple. Des directives très précises ont été données aux grandes entreprises américaines pour ne plus vendre de technologie, et notamment informatique, aux Français. Le nouveau chef de la Maison-Blanche veut à tout prix empêcher la France d'acquérir la technologie lui permettant de fabriquer la bombe H. Lyndon B. Johnson est sous l'influence d'un maître espion de la CIA. Spécialiste de la guerre secrète contre l'Union soviétique, James Jesus Ingleton est le tout-puissant chef du contre-espionnage américain. Ingleton, c'est un homme qu'on appelle le fantôme gris, qui ne se montre jamais, car il est gris couleur de muraille. On ne lui connaît qu'une passion, ce sont les fleurs, et encore pas le jardinage, parce qu'il prendrait le risque de se couper, c'est les fleurs sur son balcon. Voilà, et les orchidées. Mais ça ne va pas plus loin. C'est la seule passion qu'on lui connaisse. Et Ingleton, il a une obsession. Faire passer De Gaulle, non seulement pour quelqu'un de dangereux et d'irresponsable en matière internationale, mais pour un authentique agent soviétique. Ingleton retourne des agents de toute nationalité. L'un d'eux, Philippe Thiraud de Vaujoli, est le responsable du service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, le SDEC aux États-Unis. C'est l'agent de liaison français Thiraud de Vaujoli, un agent du SDEC, installé à Washington, que Ingleton a phagocyté et a fait grosso modo un de ses agents. C'est un transfuge, c'est rare, mais c'est un transfuge français vers le camp américain. Il a organisé le cambriolage par les services spéciaux d'Ingleton qui arrivaient, et Ingleton lui-même est entré dans l'ambassade de France. Et ils ont eu des choses sur le chiffre français, sur les mots de passe, sur des codes, sur des câbles ultra secrets qui étaient envoyés. Entre-temps, Ingleton a mis la main sur un autre espion transfuge soviétique. Anatoly Golitsyn, major au KGB, est chargé de planification stratégique. Il fait des révélations et il dit, bon, il y a des gens dans les services français qui sont des agents soviétiques. Bon. Et il dit, il y en a un aussi à l'Élysée. La personne qui était visée, c'est Jacques Faucard, qui était donc le monsieur Afrique de De Gaulle, mais aussi l'homme qui s'occupait de tous les services spéciaux, les polices parallèles, etc. Semer le doute dans les plus hautes instances de l'administration française. Tout est fait pour tenter de déstabiliser les services secrets français et faire vaciller De Gaulle. Mais le major du KGB ne permettra de démasquer qu'un seul espion français, Georges Bach, qui travaille comme chargé de presse à l'OTAN. Il n'a pas accès aux informations sensibles. Non seulement c'est un mauvais allié, De Gaulle, mais il prépare en sous-main un changement d'alliance complet. Il va quitter l'OTAN, mais pour s'allier avec le pacte de Varsovie. La CIA, encouragée par la présidence Johnson, continue d'alimenter la rumeur d'une proximité de De Gaulle avec l'Union soviétique. Pour De Gaulle, il s'agit simplement d'une question de souveraineté. Il y avait un sujet sur lequel le général de Gaulle ne voulait pas transiger, c'est qu'il ait sur son territoire des armes nucléaires américaines qui auraient été déclenchées par les Américains. Ça, c'était hors de question. On garde beaucoup de contacts avec l'OTAN. On rompt pas définitivement tous azimuts avec l'OTAN. Mais on dit, allez vous installer ailleurs. Parce que l'OTAN était installée en France. Il y avait des bases encore en France. Après-guerre, il y a des bases américaines, elles ont pullulé sur tout le territoire français. De Gaulle a été très ferme. Je quitte l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique parce qu'elle est aux mains des Américains. Je refuse l'armée européenne parce que c'est mettre l'armée française sous le commandement américain. Je ne vais pas accepter l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique qui consiste là à décider à la place de la France. Pas question pour De Gaulle de s'éloigner de l'Alliance Atlantique. Mais la sortie de la France de l'OTAN, les discours de Gaulle à Phnom Penh et au Québec contre l'impérialisme américain ne sont pas digérés par Washington.
Ils sont le prétexte idéal qu'attendent les Américains pour jeter de l'huile sur le feu. Le chef du contre-espionnage, Ingleton, monte une nouvelle opération d'intoxication. Il instrumentalise Vaujoly, le transfuge français. L'ex-espion doit faire des révélations mondiales sur les espions soviétiques de l'Élysée. Vaujoly écrit ses mémoires qui paraissent d'abord aux États-Unis, puis sont traduits immédiatement au Canada. Et donc le livre explique que De Gaulle est un agent soviétique, qu'il y a une taupe à l'Élysée. Et les bonnes feuilles du livre sont présentées dans Life Magazine, 9 millions d'exemplaires, avec une couverture extraordinaire qui est une photo de Vaujoly pris de dos. Does the word topaz mean anything to you? What is topaz? Le département d'État américain cofinance également un film de fiction. Le scénario est celui de l'espion français. Le réalisateur est la référence mondiale du thriller d'espionnage. Story of espionage in high places. Alfred Hitchcock, qui traverse une mauvaise passe financière, accepte le projet. Au casting de Topaz en anglais, Leto en français, Philippe Noiret et Michel Piccoli. C'est l'histoire d'un président de la République qui est une taupe et qui sacrifie ses meilleurs agents, qui sacrifie l'amitié franco-américaine en faveur de l'Union soviétique. L'opération internationale est lancée au tout début de la crise de mai 68. Le calendrier n'est pas anodin. Ça arrive à un moment peut-être opportun pour les Américains qui veulent, lucier un peu la planche. C'était visiblement une tentative peut-être de déstabilisation de Gaulle, qui d'ailleurs va être déstabilisé là concrètement par mai 68, et la crise sociale, universitaire, etc., et la crise politique que ça va engager, y compris chez lui, parce qu'il va intérioriser cette histoire et il va décider à moyen terme de quitter le pouvoir. Pendant les événements de mai 68, les États-Unis déploient un important dispositif de renseignement. La CIA infiltre tous les collectifs étudiants. S'agit-il seulement d'une simple collecte d'informations ou d'une tentative de déstabilisation? C'est pas impossible qu'en 68, il y ait beaucoup de gens qui considéraient que c'était peut-être l'occasion aussi de se débarrasser de Gaulle et de pousser des pions, parce qu'il ne s'agit pas simplement de pousser De Gaulle, il faut avoir une alternative. Pousser De Gaulle pour le plaisir de pousser De Gaulle, ça n'a pas beaucoup de sens en politique. Je veux dire, voilà, si vous n'avez pas le type à qui vous allez soutenir, le machin, le truc, etc. Parce que la CIA a suivi les événements, là aussi, c'est comme pour l'OS, il fallait se tenir informé, avoir des gens partout. Si De Gaulle a écrit sur mai 68 dans ses mémoires, il n'y fait aucune mention des États-Unis pendant cette période. Pourtant, quelques mois avant sa mort, il s'est confié à ses petits-fils. Il leur a notamment révélé un secret sur l'un des leaders de la crise étudiante qui, s'il était avéré, en dirait long sur les pratiques américaines en France. J'ai entendu mon grand-père nous expliquer qu'il savait que la CIA, évidemment, comme elle l'avait fait régulièrement au cours de son exercice du pouvoir, de mettre de l'huile sur le feu comme elle le pouvait, tant qu'elle le pouvait, parce que l'intérêt des Américains était d'affaiblir le général de Gaulle. Je ne dis pas de le décaniller, mais de l'affaiblir, de façon à ce qu'il soit moins présent sur la scène internationale. Il savait que la CIA finançait, il nous avait donné le nom, il dit par exemple c'est la CIA qui finance Sauvageau. Bon, voilà, sans donner des éléments particuliers de démonstration et de preuve, mais je l'ai entendu. Difficile de mettre en cause les informations émanant d'un homme comme De Gaulle. Mais ni la CIA, ni la famille Sauvageau n'ont souhaité s'exprimer. De Gaulle quitte le pouvoir sur un revers politique intérieur le 28 avril 1969. Il part non sans s'être finalement réconcilié avec le pays, qui lui a tant mené la vie dure depuis 1940. C'est surtout grâce à Richard Nixon, président nouvellement élu des États-Unis en novembre 1969. L'entente entre les deux hommes qui se connaissent depuis les années 1950 est totale. Elle le sera jusqu'au décès de Charles de Gaulle, en novembre 1970.